de promouvoir les sciences de l'atmosphère et du climat et de valoriser la recherche et l'expertise scientifique. J'en profite pour remercier aussi l'Académie du climat qui nous accueille, et puis Morgane et Christian m'avoir confié l'animation de la table ronde en tant que membre de l'Institut des futurs souhaitables, qui est une école de la réinvention sur un sujet que j'apprécie particulièrement. C'est que, donc, on utilise ces histoires, ces récits pour partager avec les autres notre vision du monde. Tu vois, moi, je vois le monde comme ci, comme ça, comme ça. Et parfois, il y a des gens qui adhèrent aux histoires qu'on leur raconte, qui se mettent à les faire leur. Et ce que dit, par exemple, un type comme Harari, c'est que plus on est nombreux à adhérer à la même histoire, au même récit, plus ensuite on est nombreux à obéir aux mêmes règles, aux mêmes lois, aux mêmes normes, parce que ces récits deviennent collectifs. Et quand ils deviennent largement collectifs, ils peuvent se transformer en structures politiques, en structures économiques, en structures religieuses. Le christianisme ou l'islam ou le judaïsme, ce sont des histoires. Le communisme, le fascisme ou le capitalisme, ce sont des histoires. Donc, aujourd'hui, on a besoin de prendre conscience qu'on vit dans un récit. On vit dans plusieurs récits. Et il y a quand même un récit dominant qui donne une sorte de direction à nos sociétés. Et que ce récit n'est qu'un récit. Donc ça n'est pas une réalité immuable. Donc si ce récit a été élaboré par des humains, c'est-à-dire que les humains peuvent le changer, que d'autres peuvent décider de faire émerger d'autres récits. Donc vous avez reconnu Cyril Dion qui parle en tout cas de l'impact qu'ont les récits sur la société lorsqu'ils deviennent collectifs, c'est-à-dire majoritaires. Et en introduction, j'aimerais souligner en fait le lien entre les récits et l'action, qui me semble être deux forces majeures si on veut amener la société vers une transformation dont elle a besoin. Le 6e rapport du GIEC vient d'être publié. On a d'ailleurs Nadia, qui est son auteur principal, qui est avec nous, et qui appelle plus que jamais à l'action, et notamment pour sortir des énergies fossiles. Et il y a depuis plus récemment un appel également à imaginer des nouveaux récits pour raconter des histoires qui donnent envie d'aller vers demain. Donc nos vies dans le monde occidental, et depuis plusieurs décennies, elles sont façonnées par des récits qui sont caractérisés par la société de consommation, la croissance au plan technologique, le matérialisme, les hommes comme agents productifs séparés de la nature, qui est une ressource pour eux. Quelques-uns de ces récits, je cite. Et on peut dire, en tout cas, je pense qu'on peut dire que nos imaginaires sont pollués par des produits qui détruisent la planète et qui reposent sur les énergies fossiles. C'est pour ça que je trouve intéressant, pour ouvrir cette table ronde, d'écouter ce que dit Edgar Morin, donc ce philosophe et sociologue français, qui dit que la transformation véritable et durable est celle des mentalités. Combattre les sources d'énergie sale est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est une prise de conscience fondamentale sur ce que nous sommes et voulons devenir qui peut permettre de changer de civilisation. Donc on est tous d'accord qu'il n'y a pas de transformation sans action. Et moi je suis tout autant persuadée qu'Edgar Morin que cette action ne tiendra pas la longueur si elle n'embarque pas avec une vision, si elle n'est pas sous-tendue par un récit. Autrement dit, je suis convaincue que ce récit en fait permettra que l'action ne s'essouffle pas et que l'action puisse se massifier. Donc est-ce qu'on peut dire, en tout cas aujourd'hui, que les récits sont une condition sine qua non en fait, de cette transformation sociétale dont on a besoin. Donc on va essayer en 1 heure d'aborder quelques aspects de ce changement des mentalités sur 2 thèmes qui sont le dialogue et les récits. Alors on a un temps très court et puis j'aimerais bien aussi qu'on puisse échanger. Donc je sais que le mot d'ordre entre guillemets est une parole concise et des questions concises. Mais ce qui est très riche aujourd'hui, je trouve, en tout cas sur ce panel 100% féminin, c'est qu'on a 3 femmes qui viennent de mondes très différents. On a donc le monde de la science et de la recherche, avec Nadia Maïzi, qui est professeure à Mines-Paris-Tech, qui est l'auteur principal du 6e rapport du GIEC. On a le monde de la culture, entre guillemets, avec Yasmina Auburtin,
qui est consultante éditoriale Imagine 2050 et qui utilise de nouveaux imaginaires pour accompagner les médias, la culture et les entreprises dans la transformation. Et puis on a celui des entreprises avec Claire Tutenu, déléguée générale d'entreprise pour l'environnement, qui est une association qui regroupe une soixantaine de grandes entreprises françaises. Donc un grand merci à toutes les trois d'avoir préparé cette table ronde et d'être là. Donc notre thème aujourd'hui, c'est comment dialoguer sur les transformations futures et contribuer à créer des récits qui parlent à tous. Alors, avant de se tourner vers nos intervenants, j'aimerais bien qu'on commence tous ensemble, parce que je trouve ça plus chaleureux. Et je vais vous demander en fait tout simplement de vous lever si vous êtes d'accord, si la réponse est oui, et de rester assis si la réponse est non. Ce sera très court, mais ça permet de prendre un petit peu de pouls ensemble sur quelques sujets. Selon vous, est-ce que la culture de masse a appauvri notre imagination ? Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, dans notre monde marqué par l'individualisme, sait-on encore créer du commun ? C'est assez mitigé. Ah, il y a de l'espoir. Vous pouvez vous rasseoir. Alors que nous avons plus que jamais besoin d'avancer tous ensemble, doit-on désigner des ennemis dans un nouveau récit ? Ah, je vous laisse. Merci. Vous sentez-vous capable d'imaginer un avenir désirable et nouveau ? Oh, là c'est parti. Allez. Alors, donc pour commencer le dialogue, enfin cet échange, je vais simplement rappeler la définition de dialoguer. Très simple. C'est converser avec quelqu'un au sujet de quelque chose, c'est confronter des points de vue. Sur le dialogue autour des limites planétaires, il me semble qu'il y a comme une confrontation des temporalités. C'est-à-dire qu'on sait que la pression des actionnaires oblige la majorité des entreprises à des retours sur investissement à court terme, en tout cas encore dans un modèle économique qui se transforme, mais tout de même, là où les scientifiques nous alertent sur des enjeux de long terme et peinent à être écoutés. On pourrait dire qu'il y a un choc des temporalités dans les logiques de vos différents mondes, économiques, scientifiques, culturels, et qui sans doute sous-tend peut-être une difficulté à dialoguer. Alors comment on fait dialoguer ces différentes temporalités ? Nadia, est-ce que vous voulez peut-être commencer ? C'est vraiment la question difficile. Hein. Merci de commencer avec ça. Déjà, il faut identifier ces temporalités et comprendre pourquoi elles sont si différentes. Et je pense que la préoccupation ensuite, c'est de trouver le moyen de réconcilier en fait ces grandes différences. Donc, moi, dans les temporalités que j'identifie par rapport au sujet qui nous préoccupe, il y a en fait la temporalité de l'individu qui est à l'échelle de sa vie et qui finalement va renvoyer vers toutes ses aspirations personnelles. Donc on peut bien parler du politique qui a un mandat de 4 ans. On peut aussi parler d'ailleurs du scientifique qui veut faire une contribution majeure dans son exercice professionnel. Et je pense qu'on peut dériver ça à l'échelle de chacun d'entre nous. Et en fait, après, il y a la compréhension qu'on est embarqué donc dans une planète qui, elle, bien sûr, nous survivra, mais qu'on est nécessairement impliqué par rapport à un environnement qui, lui, se dégrade. Et comprendre la temporalité de cette dégradation, c'est prendre conscience, en fait, de notre relation avec cet environnement. Donc, comme j'ai entendu qu'il fallait faire quand même court, et que là, je suis partie pour 1 heure. Bon. Donc, le dialogue, en fait, c'est de faire comprendre. Moi, je pense que la préoccupation que j'ai en tant que scientifique aujourd'hui, c'est de faire entendre à tous qu'il y a des liaisons entre, justement, notre temporalité plutôt courte de l'échelle d'une vie humaine
et tout ce que racontent les scientifiques sur le temps très long lié au climat, et que ce lien, il faut qu'on continue à le visionner pratiquement dans chacune de nos actions, enfin chacun de nos moments de vie, pour essayer d'avoir cette réconciliation temporelle qui se mette en place de manière naturelle. Nadia, je me permets juste de poser une question sur la prospective, qui est un outil que vous utilisez pour peut-être réconcilier des échelles de temps, si vous voulez rapidement nous en parler. Alors, la prospective, effectivement, c'est une attitude qui consiste à regarder l'avenir en face. Donc, l'idée, c'est justement de se positionner par rapport à cette temporalité très longue et d'essayer de comprendre quels pourraient être les avenirs auxquels nous serons confrontés. Et donc, en essayant... Alors, un exercice très difficile, puisque essentiellement l'avenir auquel on sera confronté est sans doute celui qui est le moins imaginable. Donc, d'où la difficulté en fait de décliner ce type d'approche. Mais nous, on a aussi un mandat qui est de rendre cet avenir le plus souhaitable et le plus aligné avec nos désirs, donc le plus désirable. Donc le principe de la prospective, c'est d'égrener toutes les hypothèses possibles, quitte à prendre les pires, quitte à prendre les scénarios les plus difficiles, et envisager ce que nos décisions auront comme conséquence par rapport à l'orientation de la trajectoire, et de trouver cette trajectoire qui nous amènera dans un avenir plus compatible avec ce que nous, au GIEC, on appelle la limitation à 1,5 degré, voire 2 degrés de réchauffement moyen pour la température du sol. Alors Claire, comment ça se passe au niveau dans le monde de l'entreprise sur ces différentes temporalités? L'entreprise, elle est tous les jours en train de confronter des décisions de temps long. L'industrie, c'est des investissements pour 20-30 ans, et des événements de temps court qui sont, c'est combien les ventes de la semaine. Et quand on est avant le marché, on perd de l'argent. Quand on est après le marché, il y a les concurrents qui l'ont pris. Donc le problème, c'est pas d'être forcément en avance, c'est d'avoir intégré les différentes temporalités pour être au bon moment, y compris en délivrant des résultats trimestriels quand on est une entreprise cotée qui soit cohérent avec ce qu'on explique qu'on fait dans le long terme. Donc ce dialogue entre les différentes parties prenantes est quelque chose qui est très habituel dans l'entreprise. Alors c'est vrai que malheureusement le temps court domine, le consommateur est roi et l'actionnaire aussi, et eux ont des temps dans leur relation avec l'entreprise de temps court, mais l'entreprise sait aussi prendre des décisions de long terme. L'exemple de la voiture électrique est frappant. On a fait 3-4 vagues de voitures électriques. J'ai un souvenir très précis en 2002 d'avoir des gens qui disaient mais pourquoi Peugeot arrête sa voiture électrique? Le marché n'était pas là. Donc on espère que cette fois-ci va être la bonne, que c'est parti pour ne pas reculer, mais ça sera la 3e vague. Et il y a eu des décisions d'investir dans des outils de production, déjà il y a très longtemps, qui ont été arrêtés parce qu'elles n'étaient pas au bon moment. Donc c'est une pratique difficile, c'est pas toujours réussi, mais en tout cas l'entreprise sait qu'elle doit faire ça. Est-ce que vous avez le sentiment que les enjeux de long terme qui sont supportés par les scientifiques sont une temporalité qui peuvent être intégrées, en tout cas de quelle manière? Aujourd'hui, il y a quand même eu un vrai changement, qui est que la préoccupation climat est passée d'une préoccupation en plus d'une stratégie, qui faisait un peu du marginal, de l'incrémental, à quelque chose qui est dans le dialogue avec les actionnaires, qui est obligatoire. La taxonomie est une obligation réglementaire pour les actionnaires de regarder ce que fait l'entreprise dans laquelle les financiers investissent. Les financiers ont cette obligation. Les entreprises ont des obligations de reporting fortes. Et aujourd'hui, depuis 5 ans, la plupart des entreprises ont ça comme axe stratégique majeur. Donc ça ne veut pas dire que ça va assez vite. On peut même dire les résultats montrent que ça ne va pas assez vite, mais en tout cas, elles sont en train d'investir lourdement dans cette transition. Mais non exclusivement, parce qu'il y a cet arbitrage court terme, long terme. Yasmina, sur le monde de la culture. Alors, je pense que vous êtes là. Il faut appuyer en dessous. Marche maintenant. 1, 2, pardon. Alors, sur les temporalités, ce qui est bien quand on est
artiste ou raconteur d'histoire, c'est que le temps est complètement élastique, en fait. On fait ce qu'on veut. Donc c'est un grand avantage. On a pu raconter dans la littérature ou dans le cinéma qu'on allait sur la Lune avant même de pouvoir y aller. Donc c'est peut-être par la culture qu'on peut faire dialoguer les temporalités. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, nous, que les leaders culturels étaient les bonnes personnes pour aller implémenter, encourager à se lâcher sur des futurs souhaitables. Et d'ailleurs, il y a un autre exemple que j'aime beaucoup aussi citer, c'est comment, de manière concomitante du rapport Meadows dans les années 70, donc sur les limites planétaires, il y avait ce roman qui s'appelle Ecotopia, dont le pitch est vraiment très sympa. C'est des États de l'Ouest américain qui font sécession avec le reste des États-Unis pour fonder une société totalement résiliente. Et donc, ils ferment les frontières. Et le récit de ce roman, c'est le premier journaliste qui est autorisé à venir enquêter sur comment on vit dans ce pays, Ecotopia. Et si vous lisez ce roman, finalement, il y a plein d'ingrédients qu'on va retrouver dans le livre de l'économiste Timothée Paric aujourd'hui. Donc là, on voit aussi un vrai dialogue dans le temps. Alors, je mettrai quand même un petit bémol sur ces histoires de liberté qu'on aurait dans tout ce qu'on raconte dans les contenus, qu'ils soient journalistiques, fictionnels, publicitaires. C'est que là, on se heurte quand même à cette idée que c'est jamais le moment. Chez les gros diffuseurs, c'est jamais le moment parce que le grand public est accablé par des nouvelles toujours plus compliquées les unes que les autres. On en fait l'expérience aujourd'hui avec les retraites qui viennent invisibiliser finalement les derniers résultats du rapport du GIEC. Donc, à la fois, il y a une grande liberté, une possibilité de vraiment créer des ponts assez enthousiasmants. Et en même temps, il y a ces petits freins qui sont des pensées limitantes, parce qu'en réalité, aborder ces sujets dans les récits, on n'est pas forcément obligé d'être anxiogène et de porter la mauvaise nouvelle, mais au contraire, raconter des futurs qui peuvent être enthousiasmants. Il y a une grande éducation à faire par rapport à ça. Alors, on dit que le plus difficile dans l'art du dialogue, ce n'est pas de parler, mais c'est d'apprendre à écouter. Donc, dans les mondes dans lesquels vous évoluez, qui, à votre avis, a du mal à écouter et dont la voix vous paraît importante pour construire demain? Et parmi ces personnes qui sont peut-être trop peu écoutées par vos différents milieux, est-ce qu'il y a des messages que vous avez entendus qui vous paraissent intéressants à prendre en compte? Alors, je ne sais pas si Claire, peut-être, vous voulez commencer. Allez, je me lance. Les femmes. Dans le monde de l'entreprise, il y a une grande tentation technosolutionniste, comme on dit maintenant très joliment, que la technologie va le faire. Et les hommes sont porteurs de ce mythe. Je suis ingénieure, je précise, et donc je l'ai regardé, le mythe de près, j'étais dedans. Mais les hommes sont davantage porteurs de ce mythe, les femmes sont plus porteuses de mythes collectifs, de construire différemment. Et de faire voilà. Donc je pense qu'il faut écouter les femmes et puis il faut écouter la nature. La nature nous dit des choses parce qu'elle nous dit. Je ne vais pas citer Silent Spring, mais c'est fait. Donc écouter la nature qui est autour de nous et avec laquelle on a perdu le contact à un point qui fait qu'on a du mal à l'écouter parce qu'elle n'est pas vraiment autour. Merci. Nadia, dans le monde scientifique et de la recherche. Alors, les femmes scientifiques... Non, je plaisante. En fait, je pense que le scientifique lui-même n'est pas écouté parce que, en fait, peut-être il y a une incompréhension de ce que c'est qu'un scientifique. Un scientifique, ce n'est pas forcément quelqu'un qui sait absolument tout de manière certaine, mais c'est quelqu'un qui explore, qui investigue, qui creuse et qui a donc des connaissances qui méritent d'être remontées et d'être entendues. Et je pense que dans le dialogue et justement dans les échanges avec les scientifiques, là où il me semble que nous ne sommes pas entendus,
C'est que très souvent, le jeu, c'est de nous acculer sur les incertitudes qu'on va avoir relativement à certains résultats. C'est exactement comme un médecin. Un médecin, en réalité, il ne sait pas tout. Il a certains éléments pour diagnostiquer, mais en même temps, il n'a pas possibilité de vie ou de mort sur son patient. Donc voilà, je pense que si on arrivait à réconcilier la vision que les citoyens et les gouvernants, et sans doute plus un problème venant des gouvernants, ont par rapport à leurs scientifiques. Nous ne sommes pas des boules de cristal, nous ne sommes pas pétris de certitudes, et nous ne devons pas non plus servir de prétexte pour réaliser des projets qui viennent de décisions qui là relèvent vraiment du décideur. Donc je pense qu'il faut bien distinguer les deux rôles et arrêter de chercher à nous manipuler parfois. Alors, je repose la question, puisque la question originale, c'était qui est-ce que le monde scientifique et de la recherche écoute trop peu? Ah, le monde scientifique et de la recherche, d'accord. Qui il écoute trop peu? Alors là, pratiquement tout le monde, je dirais. Parce que un scientifique, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement passionné et qui va, donc j'ai dit, creuser, chercher dans une direction donnée. Effectivement, et notamment, alors comme je suis aussi ingénieur, je peux dire que parfois l'ingénieur, il est tellement fier, et c'est vrai, c'est les garçons souvent, de la techno qu'il vient de mettre au point, de la preuve de concept qu'il a réalisée, qu'il en oublie complètement qu'il va falloir que des gens s'en emparent et qu'il y ait des volontaires pour utiliser dans la façon dont il a pensé ce type de solution, par exemple pour les questions liées au climat. Donc en fait, c'est la société civile, les citoyens et ceux finalement vers qui on va destiner nos recherches que parfois on n'écoute pas suffisamment, c'est clair. Merci. Yasmina, dans le dialogue, est-ce que le monde de la culture peine à écouter certains? Alors elle était un peu poil à gratter cette question, il a fallu se creuser un peu la tête. Et je ferai une réponse un peu subversive. Les gens qu'on n'écoute pas assez, c'est peut-être les plus riches, les plus pauvres et les plus vieux. Les plus riches, ils sont discrédités tout de suite, parce qu'ils impactent le plus gravement finalement. Ils consomment le plus, donc face aux limites planétaires, c'est tout de suite les méchants, les #boomers. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait écouter des plus riches? Peut-être qu'on pourrait écouter au moment où on utilise l'argent pour le bien commun, comment on s'y prend. Peut-être que ça pourrait être intéressant, je ne sais pas. Et puis peut-être répondre à un désir un petit peu curieux qui serait celui de peut-être ralentir, décroître, prendre l'ascenseur social, mais dans l'autre sens. Pourquoi pas? Je pense que si on tend l'oreille, on pourrait saisir ces petits signaux faibles. Les plus pauvres, alors on n'ose pas y aller, on n'ose pas parler de sobriété pour des gens qui ont déjà des difficultés au quotidien, on trouve que c'est pas cool, alors qu'en réalité, il y a des expériences qui montrent que c'est des combats qui vont très bien ensemble, le climat et la justice sociale. Il y a notamment un type extraordinaire qui s'appelle Abdelali El-Badawi avec Ferris Barkat qui ont monté une association qui s'appelle Banlieue Climat et qui vient adresser ces sujets de la même façon. Souvenez-vous des bannières fin du monde, fin du mois, même combat. Donc oui, on a beaucoup à écouter des plus pauvres et même dans des pays qui rêvent à ce développement du consumérisme et de eh bien, il y a un enjeu aussi d'aller leur dire qu'ils ont des modes de vie qui sont peut-être plus compatibles et vertueux et les rendre désirables pour éviter qu'ils aient finalement envie d'embrasser nos modes de vie dont on sait qu'ils sont pas très vertueux pour les limites planétaires. Et puis les plus vieux, ils incarnent les 30 glorieuses. #boomer, c'est nous qui avons cramé la planète et j'en fais partie.
Et pourtant, il y a aussi dans ces populations-là des gens qui sont inquiets pour leurs petits-enfants, qui ont du temps et qui ont des moyens, qui peuvent mettre à la disposition des transitions. Et là, je pense à une association qui s'appelle Grands-parents pour le climat. Donc voilà, tous ces gens qu'on pourrait écouter d'une oreille un peu plus bienveillante, en fait. Alors, sur les récits, on a Valérie Masson-Delmotte, mais comme beaucoup d'autres qui nous disent, construisons des récits entre les générations maintenant. Il est temps. Moi, ce que j'aimerais bien vous poser comme question, c'est, avant de construire des nouveaux récits, est-ce qu'on n'a pas des récits à déconstruire qui façonnent encore beaucoup nos codes de la société actuelle? Et si vous aviez, en tout cas vous, peut-être un récit, quelques récits dans lesquels vos mondes vous semblent encore enfermés, et qu'il faudrait déconstruire, mais quels ce seraient? Est-ce que Nadia voulait commencer? Alors, les scientifiques sont très enfermés dans leurs récits, parce que déjà, ils sont très enfermés dans leur discipline académique. Et je pense que ça, c'est un blocage. Donc, la question, c'était un récit dans lequel le monde scientifique dans lequel on est très bloqué. Bah, voilà, je pense que ça, c'est vraiment pour moi le principal blocage, parce que par rapport à cette question du climat, je pense qu'il faut absolument casser les silos et qu'il faut mettre toutes les disciplines en mouvement ensemble pour maintenant rentrer dans le temps de l'action et du déploiement des solutions. Et donc cette perspective, elle ne pourra se faire qu'en agrégeant les savoirs et en réalisant une osmose en fait entre toutes nos compétences. Donc je pense que vraiment c'est pour moi le point majeur. Sinon on continuera à promouvoir pour certains des recherches extrêmement pointues sur une technologie qui serait celle qui réglerait absolument toute la question. Or, cette idée-là, je pense, est aujourd'hui totalement galvaudée. Ce serait l'approche des enjeux et des solutions en silo, le récit, dans lequel le monde scientifique serait coincé? Complètement, ce serait le fait, tout à l'heure vous en parliez, d'opposer, de dire qu'il y a ceux qui savent et qui sont dans la bonne direction de déploiement, même de recherche scientifique, contre ceux qui ne savent pas et qui ne se sont pas associés à cette direction-là. Je crois qu'il faut arrêter de faire des oppositions. Et derrière les oppositions, je pense à des oppositions de type de technologie, des oppositions de type de solutions. Il faut vraiment maintenant avoir une proposition qui agrège absolument tout, puisqu'on sait que, premièrement, on est très en décalage par rapport à ce qu'on aurait dû faire, et deuxièmement, on doit revoir, au-delà même de ces enjeux techniques, des consciences, des valeurs, des normes qui ne nous emmènent absolument pas dans la bonne direction. Merci. Alors Claire, le monde économique, selon vous, dans quel récit est-ce qu'il est coincé, qu'il faudrait abandonner? Il est coincé dans un récit qu'il projette, qu'il a projeté, qui a marché depuis très très longtemps en fait, qui est, je dirais depuis le début du XXe siècle au moins, qui est que le bonheur est dans plus de consommation. Et de plus de consommation et plus de produits. Boris Vian a écrit des chansons magnifiques sur la moulinette et vinaigrette, là, je ne sais plus comment c'était. Et ce mythe, qui était... donc Boris Vian savait que c'était un mythe, mais qui était quand même celui des 30 Glorieuses, clairement ne s'applique pas à 8 milliards de personnes. Et donc ce mythe du bonheur en consommation indéfinie est à déconstruire et à remplacer par un autre, qui d'ailleurs est à l'origine de la raison d'être de PE, qui est le monde économique. Il est quand même dans le toujours plus. Donc c'est plus de prospérité, terme à redéfinir. C'est une seule planète et un monde prospère. Donc voilà, PE essaye de, modestement et avec quand même un peu d'hésitation, de garder une partie du mythe qui est le mythe de la croissance, de la prospérité, en donnant un nom différent qui n'est pas juste la prospérité matérielle, mais quand même en déconstruisant toujours plus de consommation de produits. Voilà. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, c'est un mythe plus court, c'est un mythe qui s'appelle besoin. Le besoin du client, le besoin du consommateur, le besoin du marché.
Dans 10% des cas, c'est vraiment des besoins, et dans 90% des cas, c'est du désir, de l'envie. J'ai besoin d'une nouvelle robe ce soir. Donc ça, c'est un mythe qui n'est pas que le mythe du monde économique, ou alors c'est le mythe du monde économique, sachant que nous sommes tous des acteurs économiques. Mais c'est un mythe à déconstruire, clairement. Merci, Yasmina. Les raconteurs d'histoire, ils sont coincés dans ce mythe-là aussi. C'est l'imaginaire dominant. Hein. L'imaginaire, c'est comme une bulle, et finalement, on lutte même quand on veut essayer d'en sortir, mais c'est compliqué. Donc, effectivement, dans les histoires, ça va beaucoup être... on va beaucoup représenter ces personnages, le moteur des intrigues, etc. Ça va être beaucoup plus de pouvoir, plus d'individualisme, effectivement, plus de jouissance immédiate. Ça va être des cadres avec des valeurs effectivement plus masculines, où la coopération n'existe pas vraiment, où on est plus dans la compétition. Effectivement, le toujours plus. Donc ça, c'est effectivement l'imaginaire dans lequel on est un peu coincé. Si on veut en sortir, il va y avoir deux écueils. Le premier, on l'a cité tout à l'heure, l'imaginaire technosolutionniste, où finalement, on va répondre à cette angoisse des effondrements à venir en allant inventer des solutions miracles qui vont nous sortir d'affaires. Donc ça, c'est finalement un imaginaire peut-être un petit peu plus dangereux même, parce que je trouve que celui du business as usual, il est en perte de vitesse, cet imaginaire-là. Mais s'il est remplacé par un imaginaire qui ne nie pas la réalité des limites planétaires, mais qui vient nous dire « vous inquiétez pas, continuez à consommer tranquillement, on va trouver des solutions, on est les plus forts », je trouve que c'est encore plus compliqué. Et le troisième récit qui est hyper compliqué, c'est que quand on essaye de se sortir de ça, en tout cas quand on veut raconter des histoires, les imaginaires sont noirs, sombres, dystopiques. On est dans la fin du monde, et là, aujourd'hui, on est partenaire d'une journée spéciale dans un festival international qui s'appelle Sérimania, donc festival de séries, qui est une composante culturelle majeure dans la construction de l'imaginaire des gens, puisqu'on consomme beaucoup de séries dans le monde et en France aussi. Et quand on regarde les dernières séries qui abordent le sujet, moi, les bras m'en tombent, parce que entre les extrapolations les plus terribles des rapports du GIEC, c'est catastrophique, ou la représentation d'activistes, donc de cette jeunesse qui essaye de faire en sorte de faire entendre raison à ce monde qui est sourd, eh bien, c'est la mort ou la traque policière qui les attend. Donc franchement, ça donne pas envie de s'engager. Et le troisième truc, alors plus grave aussi, je trouve, c'est la nature qui se venge. Donc là, vous avez des séries et des longs métrages qui vont sortir, où vous allez avoir des créatures incroyables qui vont sortir des abysses pour se venger des humains. Et moi, ça me rend très triste, parce que, vous le disiez tout à l'heure, en fait, on fait partie du vivant. Ce qui affecte la planète nous affecte, on souffre ensemble. Et ce serait vraiment important qu'en termes de récit, les auteurs s'emparent de cette philosophie-là qui nous permettrait d'avancer un peu plus. Parce qu'alors là, c'est quand même assez triste ce qui arrive sur vos écrans. Voilà. Merci. Alors, je cite encore Edgar Morin, parce que voilà, c'est un peu mon chouchou. Il dit qu'il ne suffit plus de dénoncer, mais il nous faut maintenant énoncer. Il ne suffit pas de rappeler l'urgence. Il faut savoir aussi commencer par définir les voies qui conduiraient à un monde désirable. Chacun de vos univers a ses particularités, a ses forces, qui sont complémentaires aux autres. Et il me semble qu'en tout cas, dans la construction d'un récit commun, on a besoin que chaque univers mette un petit peu au pot commun. Donc, qu'est-ce que vos mondes respectifs peuvent apporter à un récit commun qui donne envie d'aller vers l'avenir? Et est-ce que vous connaissez une collaboration qui existe entre votre univers et un autre monde qui a pu, en tout cas, créer un récit qui donne envie d'aller vers demain? Claire? Je vais en donner une, mais c'est pas sur le climat.
On a monté, alors j'avais envie de dire tout à l'heure à la fin de la séquence, là où on était tous, qu'est-ce qu'il faut déconstruire, on était complètement déprimés, j'avais envie de dire, allez, un petit peu de plus quand même, plus d'intelligence collective. Et on a construit il y a quelques années quelque chose qui s'appelle Act for Nature, qui est une création d'ONG, désolé, c'est sur la biodiversité, mais il y a moins de cadres, donc il y avait besoin, avec des ONG, des scientifiques et du monde des réseaux d'entreprises pour dire, ben, en fait, on ne saura jamais tout, on ne va pas attendre d'avoir les indicateurs, il n'y a pas la tonne équivalent carbone de la biodiversité, mais on sait déjà qu'on peut agir, on sait déjà qu'on sait faire un certain nombre de choses, donc le tout c'est d'agir, et puis on va quand même demander aux ONG et aux scientifiques si ce qu'on fait c'est pas juste du greenwashing. Et donc ça a été, on a construit une méthodologie qui en réalité est assez rigoureuse, qui a mis les entreprises en action, qui reporte, c'est tout ça, si vous faites Act for Nature, vous pouvez aller voir ce qu'ont fait les différentes entreprises, qui se réengagent, qui progressent. Donc on a été extrêmement fiers qu'à la COP15 de Montréal, le contingent français savait de quoi ça parlait. C'était pas du discours incantatoire, ils avaient des actions, ils racontaient des histoires sur des choses qu'ils avaient faites et que les collaborateurs, les employés trouvaient intéressant de faire, de raconter, etc. Donc on était très fiers de cette intelligence collective avec des mondes qui effectivement au début étaient extraordinairement méfiants les uns avec les autres, soit méfiants, soit timides. Les scientifiques coopéraient avec des entreprises sur un truc où il n'y a pas vraiment d'indicateurs faciles à faire. C'était aussi courageux de leur part. Donc voilà, ça peut se faire. Ça, c'est une initiative concrète. Et au-delà de ça, à votre avis, le monde économique, qu'est-ce qu'il peut apporter dans ce récit commun? C'est quoi sa force? Sa force, c'est la capacité d'action. Sa force, c'est que c'est des millions de gens qui... je veux dire que ce qu'il a apporté là, c'est qu'il a donné ce dispositif qui a été porté par 40 patrons sur une scène, 1 minute chacun, et ils ont parlé chacun 1 minute et demie. Ça a légitimé le sujet et ça a mis en mouvement des gens qui trouvaient qu'en effet on aurait pu tondre la pelouse moins ras ou faire autrement, mais c'était pas légitime dans l'entreprise. Donc ça a légitimé des choses qui n'étaient pas dans le business model stricto sensu. Ça a sorti des énergies, puis les gens trouvent que c'est sympa, les jeunes sont attirés dans les entreprises qui sont plus actives là-dessus. Donc ça, le monde de l'entreprise, il mobilise beaucoup de monde. Donc voilà, il apporte l'action, il apporte des moyens. Alors il faut qu'il y ait du business model, mais il a quand même, ça a mobilisé aussi beaucoup plus de ressources que ça n'en aurait mobilisé autrement. Et alors, la biodiversité est particulièrement difficile, mais sur le climat, il apporte une capacité d'investissement considérable. Oui, effectivement. Et Yasmina, dans le monde de la nature, comment est-ce qu'il peut contribuer à créer des récits communs? Alors, la force du monde de la création, finalement, c'est de ne pas s'adresser au rationnel. Et donc vraiment passer par l'émotionnel, la sensibilité, ce qui va vous toucher, ce qui va vous faire vibrer. C'est une arme de construction massive, puisque finalement on va s'insinuer à travers des rôles modèles auxquels vous avez envie de ressembler. On va représenter des mondes qui sont peut-être pas les mondes dans lesquels vous vivez, mais qui peuvent vous donner envie d'aller y faire un tour. Donc ça, c'est une vraie force. Dans collaboration heureuse d'ailleurs, on a pu voir comment l'industrie du tabac a pu sexifier la cigarette auprès des femmes en infusant justement cette idée qu'une femme, ça pouvait être, en jouant sur la liberté et en représentant des femmes libres avec la cigarette à la main, et c'est comme ça qu'on a réussi à faire fumer les femmes qui avant ne fumaient pas. Bon, ça c'est une collaboration plutôt malheureuse, mais il y en a de très heureuses. On a entendu Cyril Dion tout à l'heure, son film Demain, je ne sais pas vous, mais moi il a créé un vrai déclic, donc il a mis en action des millions de personnes. Je pense aussi à Erin Brockovich, ce film américain inspiré d'une histoire vraie et qui a finalement ouvert la voie aux lanceurs d'alerte et en rendant ça plutôt chouette. Et alors là, pour le coup, sexy, le mot va bien, parce que c'est vraiment un personnage haut en couleur. Et alors, en exemple de dialogue possible entre tous ces mondes, alors
c'est pas un exemple qui nous a impliqués, nous Imagine 2050, mais j'ai rencontré à Montpellier la personne qui dirige la Cité de l'économie et des métiers de demain, et où finalement c'est sur 3000 m², on expérimente, on design, on se projette dans le futur, on fait venir des artistes, on expérimente, et je trouve que ces lieux-là, avec toute la polyvalence de ces approches, peuvent être vraiment des lieux justement de convergence et de dialogue entre tous ces univers qui vont tendre à se rejoindre pour créer ensemble des nouveaux standards. Et c'est plutôt enthousiasmant, ça. Merci Nadia. Selon vous, monde scientifique, qu'est-ce qu'il peut apporter? C'est quoi sa force pour créer des récits communs? Alors, me vient à l'esprit un exemple que je trouve extrêmement intéressant qui a été réalisé dans le cadre de l'université PSL et qui consistait à associer des scientifiques avec des auteurs de science-fiction qui ont réalisé très récemment une production en fait de scénarios à destination de l'armée. Donc le principe, c'était que les auteurs imaginent et dessinent en fait des mondes qui seraient modifiés du fait de ces changements climatiques et qui s'associent à ces scientifiques pour les rendre les plus pertinents possibles, si tant est que tous les éléments puissent être vérifiés, et dans le but de vraiment pouvoir éclairer les militaires sur les enjeux en fait de défense qui pourraient être amenés à déployer. Donc je trouvais que c'était très intéressant, c'était extrêmement comment dire, anxiogène. J'ai assisté donc à leur présentation, donc ça rejoint les scénarios des séries dont tu parlais. Et je pense qu'en fait ça a une vertu, moi ça me fait absolument pas peur sauf sur le moment, mais je pense que pour exorciser, c'est bien de pousser vraiment au bout la logique, de sorte que ça puisse peut-être induire une réaction favorable par rapport à la prise de conscience et à la mise en action. Et je pense que ça vraiment, enfin moi je suis très intéressée par les enjeux sécuritaires des changements climatiques. Je pense qu'on n'en mesure pas la portée. Et je crois que c'est très intéressant de voir que le monde des militaires, depuis maintenant quelques années, se préoccupe absolument de cela. Donc en particulier, ça a commencé aux États-Unis. Il y a dans les discours aussi du secrétaire général de l'ONU qui sont particulièrement anxiogènes à chaque fois qu'il présente les résultats du rapport du GIEC, quelque chose qui n'est pas innocente, à mon avis. Il a présenté le rapport de synthèse comme étant un guide de survie. Alors, je vous assure que si vous prenez ça comme guide de survie, vous êtes quand même pas bien aidé, quoi. Mais bon, en tout cas, il y a cette montée, en fait, du discours qui, sans doute, veut mêler ces sentiments extrêmes pour susciter de la réaction. Donc ça, c'est pour l'exemple de ce que des équipes font ensemble. Et moi, je fais aussi, de mon côté, avec un doctorant, un travail que je trouve passionnant. Lui, c'est un artiste, en fait. On a la chance d'avoir une école doctorale où on peut associer sciences de l'ingénieur et art. Et donc, il réfléchit à travers son déploiement de ses œuvres d'art à représenter des éléments naturels et à essayer de projeter des visions de prospective, donc réfléchir un peu au long terme, en parlant d'effets de phytoplancton qui réagissent avec la lumière, etc. Enfin bon, c'est un artiste, hein. Donc voilà. Et donc nous, ça nous a obligés à mettre en place un dialogue extrêmement intéressant, parce que alors là, pour le coup, on casse complètement les silos dont je parlais au départ. Et je trouve que ça permet d'envisager en fait cette question un peu hors des champs classiques, et en sortant des débats complètement stériles sur t'es pour l'hydrogène, non je suis pour la voiture électrique, et qu'est-ce qu'on fait avec le nucléaire, enfin bref, qui nous avance plus trop là. Vous évoquiez aussi qu'une force du monde scientifique et de la recherche pour créer des récits, c'était aussi la capacité à identifier un problème. En tout cas, cette rigueur, cette objectivité dont on peut avoir besoin comme force pour créer des récits demain.
Oui, c'est-à-dire que moi je suis vraiment persuadée que donc toute cette anxiété peut-être que certains ressentent, il faut la rendre positive en se disant en fait on est en train de sortir vraiment ce problème de manière très claire d'endroits où il était un peu caché, on se le met devant et une fois qu'on l'a bien identifié, à ce moment-là on va formuler plus clairement les façons de pouvoir s'en sortir et finalement on va avoir dans cette formulation claire un début de solution qui va s'écrire. Et ça c'est vraiment Bon alors moi je suis mathématicienne à la base donc forcément les mathématiciens ils commencent par formuler le problème. Si tu n'as pas formulé ton problème, je veux dire quelque part, tu n'as aucune chance de le résoudre. Ça c'est notre postulat et notre conviction. Donc là sur ces enjeux-là, c'est vraiment effectivement notre proposition. Mettons les choses à plat, regardons-les en face, et ça ira déjà beaucoup mieux. Merci à toutes les trois. Alors, je vous propose de prendre 4 minutes, de tourner vers votre voisin, n'importe lequel, et de partager respectivement quelque chose qui vous a interpellé, quelque chose qui vous a marqué. Et puis on prendra un temps d'échange ensuite, tous ensemble, avec les intervenants. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé, que vous retenez cet échange? Vous avez 4 minutes pour partager ça. L'intervenant aussi. Adapté. Pas forcément, d'ailleurs, même le niveau scolaire pour appréhender les sujets, parce qu'il y a cette question-là. C'est vraiment la question. Je vous invite à changer Le niveau scolaire pour appréhender. J'allais dire pour raconter, en tout cas écouter l'autre personne. Il vous reste 2 minutes. C'est pas mal aussi. Il y a tellement de choses en fait. Moi, je m'interroge sur la mobilisation des scientifiques dans la construction de récits d'avenir rigoureux, factuels, basés sur des solutions qui ne sont pas que technologiques. Ça, vous avez des sollicitations de la part de scénaristes cette expérience. Ouais, ça c'est la poutine et la lecture, c'est ça? Voilà, c'est la lecture. Mais il y a, alors pas moi personnellement, mais je pense qu'il y a des échanges qui se font. Mais en fait, j'ai envie de dire, je trouve que c'est bien là, cette association. Mais je pense que nous, il ne faut pas qu'on aille polluer les auteurs de science-fiction. Parce que quelque part, si leur imaginaire peut vraiment fonctionner, ce que je disais aujourd'hui, c'est vrai que la bonne perspective, c'est quand tu arrives à ne pas à dire le non imaginable, parce que c'est lui qui va arriver en fait. C'est vrai, c'est tout un débat, c'est vrai. Et donc si on laisse imaginer l'important. On en parlera. Est-ce que ça casse pas un peu tirer comme parce que
Et par contre, ce que je trouve très clair là-dedans, voilà, après il y a voilà. Alors, on va avoir un temps de change. Est-ce qu'il y a des micros qui peuvent circuler dans la salle, Christian sinon, je vais passer. Alors, qui souhaite poser une question? Merci de me donner la parole. Vous avez parlé de récit commun. Et pour moi, récit commun, ça me fait aussi penser à propositions communes. Et avant les propositions, il me semble qu'il y a une condition nécessaire, ce sont les constats partagés. En l'absence de constats partagés, il y a peu de chances qu'on arrive à des récits communs. Donc je suis très motivé pour faire la liste de tout ce qui cloche dans les constats qu'on fait. Ce sont des constats préoccupants et il est important qu'ils soient partagés. Pendant longtemps, les 5 premiers rapports du groupe 3 du GIEC, attention, je vais commettre un sacrilège, je vais dire du mal du GIEC. Pas du GIEC en général, mais du groupe 3 en particulier. Il a fallu attendre le 6e rapport pour que des mots comme justice sociale ou sobriété apparaissent dans ce rapport. Il a fallu attendre le 6e rapport pour savoir que lutter pour limiter la hausse à 2 degrés n'était pas anti-économique. Et par antiphrase, comme on a dit que c'était 2 degrés qui n'étaient pas anti-économiques, il existe encore dans le groupe 3 des économistes qui pensent que pour 1,5 degré, ça pourrait être anti-économique. La question, c'est ne faut-il pas s'intéresser aux faits qui posent problème avant de songer à des récits communs? Sans constat partagé, on a moins de chances de faire un récit commun. Merci. Alors on prend cette première question et une deuxième. On fonctionnera toujours par 2 questions. Qui souhaiterait poser une question? Oui, bonjour, je suis Éric Guillardi, scientifique aussi du climat. J'ai participé au 5e rapport du GIEC, pas au 6e. Et je vais revenir sur une question à poser à Niamezi. Vous dites qu'il faut bien poser le problème, et une fois que le problème est bien posé, on trouve les solutions. Mais est-ce que là, on n'est pas face à un problème qu'on pourrait appeler de la science post-normale, où justement la question n'est pas bien posée, et que la poser n'appartient pas que à la science? Voilà, ma question rapide. Merci. Alors, qui veut répondre? Claire, Merci. Je voudrais répondre déjà par rapport au groupe 3 du GIEC. Je trouve que ça fait écho à la première question, c'est vraiment la temporalité. En fait, pour que des sujets rentrent dans la science, ça peut être aussi très très long. Et moi, dans le dernier rapport, justement, j'ai eu la chance de participer dans le groupe 3 au chapitre sur la demande, les usages sociaux, qui est un nouveau chapitre qui a été introduit. Et alors, je ne peux pas vous le raconter, mais j'ai vraiment exploré comment ce chapitre est rentré dans ce 3e volet. Et c'est un cheminement qui commence en 2007. Lors des premières conclusions, il y a l'Inde qui commence à poser des questions sur est-ce que vous avez pris en compte les modes de vie, et les aspects demande sont disséminés dans plusieurs chapitres, en fait, qui sont des chapitres sectoriels. Et puis après, il y a comme ça une histoire qu'on va raconter, et en parallèle, les scientifiques se mettent à travailler sur le sujet. Moi, par exemple, mathématicienne, qui fait des modèles de prospective long terme, je me suis mis à intégrer l'homme dans la boucle, c'est-à-dire à essayer de représenter le comportement de l'homme pour l'intégrer dans nos modèles, et c'est vraiment compliqué, et travailler du côté de la demande au lieu de travailler que du côté de l'offre, comme c'est plutôt le cas dans tous les scénarios. Mais si vous voulez, c'est une progression qui est lente. Et donc, je ne pense pas qu'il faille traiter les scientifiques du GIEC d'idéologues. Il y a des écoles de pensée, il y a des accords éventuels, mais nous, on fait remonter la science. En fait, on évalue tout ce qui existe
Donc on n'est pas là en train de raconter la nôtre, quoi, je veux dire, parce qu'on est dans le GIEC à ce moment-là. Et vraiment, sur la montée de ces sujets que vous avez mentionnés, si vous regardez les travaux scientifiques, ce sont des choses qui apparaissent récemment. Donc on les reflète récemment. Et ce temps, ça je partage avec vous ce constat, il est un petit peu long. Voilà. Donc après, quand vous dites il faut d'abord faire le constat, bah, c'est exactement ce que je dis, il faut poser le problème. Et donc ce problème, alors si je rebondis maintenant sur la deuxième question, bien sûr il dépasse totalement le cadre stricto sensu du scientifique. Mais disons que quand je parle de poser ce problème, c'est que il me semble qu'il y a eu comme une précipitation à se jeter sur des solutions. Et chacun prône la sienne. Et en fait, j'aime bien dire que les solutions des uns sont souvent les problèmes des autres. Et donc nous, on a construit un programme de recherche vraiment pluridisciplinaire dans lequel on essaye de prôner que sans vision holistique et systémique, on ne pourra pas bien penser la trajectoire qui permettra de, non pas régler, mais disons modérer, incliner celle sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc là, je partage tout à fait aussi votre remarque. Claire, vous voulez dire un mot ? Oui, moi je voudrais dire un mot, c'est que on est 8 milliards, je ne sais pas combien il y a d'entreprises, je crois qu'il y a 6 millions d'entreprises dans la Chambre internationale de commerce, Chambre de commerce internationale, et donc il n'y a pas une pensée. Le GIEC est un récit partagé, mais il n'est pas partagé par tout le monde. Il y a encore des climato-sceptiques, il y a encore des gens qui... je veux dire, il y a énormément de choses. Le GIEC est un tout petit document par rapport à la montagne de solutions dont on va avoir besoin pour surmonter le problème du climat et de la biodiversité. Donc je pense que, je vais te prendre une analogie, on est 8 milliards et on est un écosystème et on va essayer des tas de choses. Et il n'y a pas une pensée, il n'y a pas une voie, il n'y a pas une trajectoire. Moi je ne pense pas qu'il y ait une trajectoire, je pense qu'on va essayer des milliers de choses et à la fin, peut-être les historiens constateront une trajectoire vers quelque chose qui sera pas du tout ce qui est décrit dans le volume 3 du GIEC, je suis désolée de le dire, mais qui sera des choses, parce qu'on va en inventer des nouvelles et il y en a qui vont tomber, et il y en a qui vont se généraliser, et qui, donc il faut essayer, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on a besoin de tout. On a besoin de toutes les solutions, on a besoin de toutes les bonnes volontés, on a besoin de tous les gens, et de toutes les structures et de toutes les entreprises, dont certaines vont devoir soit se transformer complètement, soit disparaître. Et en revanche, à quelle vitesse ça va, par où ça commence et par qu'est-ce que ça va contourner, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un récit partagé, mais qu'il va y avoir un foisonnement de différentes petites et grandes trajectoires à élaborer. Les gens, les consommateurs, qui sont aussi, les consommateurs sont des électeurs, sont des épargnants, sont des parents, sont des salariés, donc chaque personne va avoir une trajectoire différente, comme je crois Yasmina le disait tout à l'heure, et chaque structure, chaque entreprise, chaque État, etc. Et aucune filière ne va faire la solution. Donc on n'aura pas un récit partagé avant que les historiens n'aient refait l'histoire dans 500 ans, s'il en reste. Qui souhaiterait poser des questions intervenantes ? Merci. C'est très enrichissant tout ce qu'on entend là. Jean pourrait peut-être en parler mieux que moi, mais il me semble que le premier rapport du GIEC évoquait déjà la nécessaire réduction des inégalités sociales pour faire face au changement climatique. Ça ne date pas du dernier rapport. Moi, j'avais une remarque, c'est qu'il y a un outil dont se sert le modèle consumériste de façon éhontée, c'est la publicité. Et c'est ça qui sert de base à son maintien aujourd'hui. Donc est-ce qu'on n'aurait pas un moyen finalement de mettre un peu ces publicitaires au service d'autre chose que du modèle de consommation? Et ça nécessite sans doute des moyens financiers. Merci. Et une autre question ? Oui, ma question c'est un peu par rapport aux transformations futures et imaginer des solutions. Ici, on est assez sensibilisé aux problématiques du changement climatique, mais on voit que de plus en plus, le problème qu'on a devant nous, c'est quand même les limites planétaires. Alors, on parle de changement climatique, biodiversité, mais il n'y a pas que
ça. Hein. On est dans un écosystème. Enfin, on parle beaucoup en ce moment de l'eau, par exemple. Il y a pas, enfin, c'est lié au climat, mais pas que. Donc tout le problème des flux de matière, des ressources. Enfin, donc comment vous... Est-ce que et puis il y a le problème du système économique et de la façon dont vit la société, donc tous les problèmes socio-économiques et puis aussi inégalités socio et économiques. Donc comment vous voyez ce récit futur, le climat c'est un aspect important, mais comment vous le voyez par rapport à l'ensemble de ces limites planétaires? Et est-ce qu'on a un diagnostic scientifique? Moi, j'ai l'impression qu'il est inégal. On a un diagnostic qui s'est assez consolidé sur le climat, mais la biodiversité, il existe, mais c'est différent quand même. Hein. C'est plus diverse, je dirais. Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être sous-jacents, qui ne sont pas encore sortis, mais qui ont besoin de s'affirmer. Et est-ce qu'il n'y a pas une urgence à avoir des diagnostics scientifiques, incluant l'homme, qui soient plus consolidés au niveau de ces limites planétaires? Parce que c'est ça le problème, quand même. Moi, je veux bien répondre sur les deux questions, d'ailleurs, parce que j'aurais bien pris la parole aussi tout à l'heure. Justement, on parle climat, biodiversité, et moi, ces 9 limites planétaires, c'est vraiment mon obsession. D'autant que moi, mon point d'entrée dans les effondrements, c'est pas du tout le changement climatique, c'est les flux biogéochimiques du carbone, du phosphore et de l'azote, pardon, parce que je me passionnais pour l'agroécologie et qu'effectivement, c'est assez grave. Les entités nouvelles, enfin, souvent je dis, si on prend le temps de diagnostiquer et d'expliquer et de trouver les solutions, si on prend le temps qu'on a pris pour expliquer l'effet de serre, le changement climatique, si on prend ce même temps pour les 9 limites, il va se passer 150 ans. Et mon parti pris, puisque je suis du côté des récits, c'est d'aller vers les modes de vie qui pourraient répondre de manière systémique à tous ces enjeux-là, et du coup de sourcer des modes de vie, des utopies concrètes où vraiment les gens mesurent leur impact direct sur leur environnement. Donc faire remonter ces histoires-là, moi c'est l'outil que j'ai imaginé et qui me va bien. Et sur la publicité, moi pour avoir travaillé une dizaine d'années avec des créatifs publicitaires, ils ont ce génie-là, et c'est parce que c'est vraiment directement arrivé des neurosciences, et ce que je vous disais tout à l'heure de cette capacité à aller infiltrer des zones de votre cerveau, un peu malgré vous, au point de vous faire acheter tout un tas de choses dont vous n'avez pas besoin. Imaginez quel talent. Eh bien, tout ce talent-là, je me dis qu'il peut être mis au service de justement ces nouveaux usages, ces nouvelles manières de vivre, cette sobriété qui peut être joyeuse et enthousiasmante. Et la bonne nouvelle, sachez-le, c'est qu'il y a des publicitaires qui, en ce moment, font ces constats-là, se réunissent, essayent d'imaginer des solutions. Il y a beaucoup de dissonance dans les gens qui font ces métiers-là. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir pour que ces types de narrations qui sont très efficaces, un spot de 12 secondes peut vous faire changer votre perception d'un fait ou de votre manière d'être ou de vivre. Donc voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir que ces métiers se mettent au service de la transition de manière extrêmement efficace. Nadia, Claire, est-ce que vous voulez répondre? Oui, moi je voulais répondre sur le sujet de la publicité qui pourrait véhiculer d'autres messages. Oui, mais la publicité, elle est au service de clients. Et le jour où, et on peut interdire toute la publicité, ou je veux dire, on a besoin de liberté aussi, et on a besoin, on peut pas faire la transition écologique par de la propagande. Enfin, les gens qui ont les régimes politiques, qui ont essayé de convaincre tous les gens avec de la propagande qu'ils étaient heureux avec pas grand-chose, n'ont pas duré aussi longtemps que ceux qui laissent une certaine liberté de parole. Après, peut-être que ChatGPT va propulser dans l'ensemble de nos cerveaux et de façon totalement inconsciente le souhait de vivre sobrement dans la transition écologique et les limites de la planète. Mais je ne suis pas sûre que les gens qui nourrissent ChatGPT de toute cette intelligence, de tous ces algorithmes, mettent ça dedans.
Et pourquoi le mettrait-il alors qu'ils le mettent vraisemblablement pour autre chose, qui est de faire quelque chose qui va plaire au grand public, pour se vendre beaucoup, pour se diffuser, oui, puisque le quatrième est vendu. Donc, pour plaire à un grand nombre de gens. Donc, quand on essaie de plaire au plus grand nombre, on ne fait pas des changements difficiles, on fait des changements faciles. Genre, on met les femmes au tabac. Donc, c'est idiot. Donc voilà, qui va organiser cette publicité si ça n'est pas des gens comme vous qui parlent leurs voisins et qui convainquent leurs voisins qu'en effet, c'est ça, ça serait bien qu'il y ait autre chose. Et donc, on ne peut pas projeter sur une population quelque chose si elle ne le prend pas elle-même. Donc, le monde économique, il sait faire ça. Et bien sûr, il faut qu'il travaille. Alors, on a essayé de travailler, on a fait un outil de formation des créateurs pour au moins qu'ils sachent que quand ils projettent un pavillon de banlieue avec des voitures devant, c'est pas bon pour la planète. Mais c'est une révolution, parce que pour le moment, c'est quand même ça l'imaginaire depuis environ 1900. C'est ça l'imaginaire qu'on projette comme la vie de rêve, qui n'était pas la vie traditionnelle en Europe. Hein. Il n'y avait pas de pavillon loin, il y avait des pavillons de ville, pour aller à pied à la boulangerie, à l'école et partout. Donc ces imaginaires qu'on a fabriqués pour vendre depuis 100 ans, il faut les détricoter, il faut en refaire d'autres, mais il faut au moins prendre conscience des stéréotypes, et c'est un travail qui est long et qui doit être encouragé par beaucoup de gens, dont vous. Merci. Nadia, je ne sais pas si vous voulez... Moi, je voudrais juste répondre peut-être à l'autre question qui dit qu'on voit les choses par le prisme du climat et donc on oublierait le reste. C'est vraiment ce que je prône par rapport à l'idée d'une vision systémique. Vous avez identifié la question économique, la question des externalités, la question de l'humain au centre. Il faut prendre en compte la finance, il faut prendre en compte les questions de technologie, les questions de filière industrielle. Nous, on a identifié qu'il y avait 9 prismes. Et en fait, le point, c'est que, bien sûr, on va attaquer par un prisme, parce qu'on a chacun un tropisme. Mais on rejoint toujours le même problème. Et ça, c'est cette obligation qu'il faut qu'on se force à adopter, d'avoir une vision holistique et systémique. C'est-à-dire que on ne peut pas pousser une solution sans avoir évalué ce que tout le reste donnerait et si on est bien aligné dans l'ensemble de ce spectre qu'il faut considérer. Et donc ça, finalement, tous ces sujets-là se rejoignent, ils sont liés les uns aux autres. C'est vraiment ma conviction. Et juste une dernière chose sur la publicité. C'est vrai que dans ce chapitre 5 sur lequel j'ai travaillé, c'est un sujet qui est venu très vite et qui a été très central. Nous, ce qu'on a identifié, c'est qu'il fallait modifier les normes et les valeurs. Par quel vecteur? La publicité, évidemment, en fait. Alors, on va clôturer ce débat, puisque 1 heure, c'est court, on est là au bout, et puis j'invite Jean-Joseph. Est-ce qu'on pourrait avoir une question d'une femme, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une question d'une femme? Parce que sinon, on a... Alors, je crois qu'il y a une question. Bonjour, merci beaucoup. C'est vraiment passionnant tout ce qu'on entend. J'ai une question. Pardon, excusez-moi. Ça serait par rapport au récit, parce que c'était un des fils conducteurs de toutes ces conversations. J'ai l'impression qu'il y a à la fois la nécessité d'un récit collectif et en même temps la nécessité de récits individuels qui à la fois parlent à un niveau individuel, qui mobilisent à un niveau individuel, mais en même temps qui soient en cohérence avec nos objectifs collectifs. Et la question c'est, est-ce que finalement c'est possible d'avoir une conjugaison entre ces récits individuels et ce récit collectif qui doit être plus ou moins unique ou qui doit tendre vers quelque chose de cohérent vis-à-vis de tous nos objectifs? Je vous invite à une réponse concise. Merci. Oui. Oui. Oui, on a déjà réussi, donc... C'est la meilleure question qu'on nous ait posée, et la réponse est facile, tous debout pour oui, c'est ça? C'est possible, mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir mêler l'utile à l'agréable avec le cocktail à la fin, puis je vais laisser Joseph clôturer. Alors, je vais prendre un autre micro, parce que moi, je suis un peu... Merci. Alors, tout d'abord, bien sûr, merci Delphine d'avoir animé donc ce débat
Voilà, merci à Yasmina, Claire, Nadia. Merci, c'était passionnant. Merci beaucoup. Alors, moi, j'aimerais dire que ce débat se place à l'intersection de deux événements complémentaires. Donc, nous avons eu depuis ce matin le conseil d'administration puis l'Assemblée générale de Météo et Climat. Et traditionnellement, nous terminons cette journée par une conférence. Voilà. Donc, c'est ce que vous avez fait. Vous avez participé à cette dynamique de Météo et Climat. Mais c'est aussi l'occasion d'annoncer donc le 20e Festival international de la météo, au cœur duquel ce dont nous avons discuté aujourd'hui sur ce dialogue autour des transformations futures sera bien là. Donc le 20e, alors ce n'est pas le 20e anniversaire, hein, le premier c'est 2004, mais c'est bien le 20e Festival international de la météo. Et donc c'est... voilà, et bon, bien sûr, ce que je souhaiterais faire également, avant de rentrer dans ce détail, c'est remercier, je vois Serge qui est là et beaucoup de monde, remercier donc ces deux événements, ils ont pris place ici à l'Académie du Climat. Voilà, je souhaite vous remercier, c'est assez formidable cette Académie. Merci à ceux qui l'ont mise en place, Serge et tous ceux qui sont là de l'Académie. Merci de votre accueil, c'est formidable. Je crois que cette journée s'inscrit bien, je pense, dans ce que nous avions imaginé de l'Académie du Climat il y a déjà quelques temps. Voilà, donc merci beaucoup à vous tous et à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée, que ce soit, disons bien sûr, à l'Académie ou au sein de l'association. Voilà, et puis bien sûr pour le forum Christian. Donc maintenant, donc, journée d'introduction à ce forum. En quelque sorte, c'est une journée de lancement à ce forum, à ce 20e Forum international de la météo et du climat. Donc voilà, 6 au 8 octobre. Avec un volet grand public et scolaire. Donc voilà, c'est tout à fait classique. Alors, ce qui n'est pas classique quand même, c'est peut-être, alors on a essayé de revenir aux sources, c'est le lieu. Effectivement, il aura lieu à la Cité des sciences et de l'industrie, donc à la Villette, hein, pour faire plus simple. Tout le monde connaît, c'est un peu loin, mais c'est facile, c'est quand même facile d'accès. Voilà, donc organisé, alors ça sera organisé juste à l'entrée, hein, ce sera gratuit, hein, c'est quand même important de le dire. Il y aura, je ne sais pas combien de mètres carrés alors, 280 ? Non, je ne sais plus. 300, alors on va dire 300. Voilà. Voilà, avec ce volet grand public, du 6 à 8 octobre, donc tourné aussi vers les scolaires. Voilà, et puis autour des enjeux du climat et de la biodiversité. Un volet professionnel international, avec donc un colloque scientifique, dont le titre est à peu près le titre, alors... Le titre exact, je crois que c'est même le titre exact de la conférence aujourd'hui, un dialogue autour des transformations futures, c'est bien ça l'idée. Et puis, bien sûr, ce Media Workshop, hein, c'est toujours je crois, une des caractéristiques, une des forces de notre forum, d'avoir les présentateurs météo de toute cette planète qui sont présents, c'est très important. Voilà, donc, au point de vue de la... Je ne sais pas s'il y a un autre transparent, mais j'ai ça, je ne sais pas. Moi. Alors, je crois, Jean, que Christian vous fait un signe. Qu'est-ce qu'il dit, Christian? Qu'est-ce que je dois faire? Mais non, Christian, il sait que je vais bien me conforter. Alors, quand même, donc, je redis, donc, voilà, sur le volet professionnel, quand même, j'ai quelques précisions. Donc, il rassemblera scientifiques, collectivités, entreprises, journalistes et présentateurs météo, voilà, à travers son programme de 2 jours. C'est à peu près tout ce que j'ai dit. Le titre, je l'ai dit. Voilà, mais il sera piloté par un comité scientifique et nous sommes très heureux que Valérie Masson-Delmotte ait accepté d'en être la présidente. Voilà, elle est très impliquée encore dans le rapport du GIEC. Elle s'en sort tout juste, mais voilà, elle s'occupera de ces aspects. Et puis, bien sûr, sur le Media Workshop lui-même, ça sera aussi autour de la communication scientifique. Terminé donc bien sûr par
c'est une tradition, donc il y a un parrainage, et donc nous avons 2 parrains prestigieux cette année, donc à cette occasion, Chloé Nabédian, donc, voilà, Chloé, représentatrice météo, très engagée, bien sûr, sur les problèmes d'environnement, et Jamy, alors tout le monde connaît Jamy, alors Jamy Gourmaud, il faut que je dise ça, me dit Christian, alors Jamy quand même, donc sont le parrain et la marraine de cet événement début octobre. Voilà, donc moi je remercie tous ceux qui soutiennent l'organisation de ce forum. Voilà, donc je redis aussi qu'on a besoin de vous, hein, bien sûr, du soutien des entreprises, et que les équipes, Christian et toute l'équipe organisatrice, prendra contact avec vous, avec les acteurs de la société civile des entreprises, pour voir, disons, comment on peut effectivement, disons, avoir votre soutien. Merci à l'avance, et puis effectivement, je renouvelle mes remerciements à toutes les 4, et renouvelle aussi l'invitation que Delphine, tu as faite, de nous retrouver au cocktail. Merci beaucoup à vous tous, et merci. Un grand merci.